18 mois dirige notre famille politique et qui est en train de transformer le premier parti d'opposition en une véritable alternative pour demain. Je vous demande de faire une ovation à Laurent Wauquiez. Merci. Merci à tous. D'abord, maintenant, vous savez. Vous savez pourquoi est-ce que j'ai voulu François-Xavier Bellamy. Et vous savez aussi pourquoi est-ce que pour nous, quand rencontre après rencontre, un peu partout en France, on rentre dans ces salles où on se retrouve, il y a quelque chose qui se passe. Ça faisait longtemps, trop longtemps, qu'on n'avait pas ressenti cette envie, cet enthousiasme, cette émotion de partager ensemble une vision tout à la fois pour notre pays et pour l'Europe. Je vous avais promis qu'ensemble nous ferions tout pour rebâtir. Je vous avais promis qu'ensemble nous ferions tout pour retrouver ce qu'est la vocation d'une nouvelle droite dans notre pays. Je vous avais promis que nous ferions tout pour retrouver la dignité des valeurs que nous portons. Eh bien, nous sommes à ce rendez-vous. Et quand je rentre dans cette salle, quand je vous vois tous qui avez répondu présent, qui êtes là, je sais qu'il y a dans cette campagne une seule liste qui a une dynamique, une seule liste où il se passe quelque chose, une seule liste qui, semaine après semaine, progresse, c'est la nôtre, c'est celle des Républicains, c'est celle de l'union de la droite et du centre, et vous pouvez en être fiers, parce que c'est chez nous qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette campagne des Européennes. Je sais que vous êtes là. Je voudrais rendre hommage à un certain nombre de personnalités qui sont là aussi. Et je voudrais leur rendre hommage parce qu'elles incarnent ce que je me suis employé à faire, retrouver le rassemblement de notre famille politique. Je voudrais d'ailleurs d'abord et très solennellement rendre hommage à Jean-Claude. Remercier Jean-Claude de nous accueillir dans cette ville de Marseille, à laquelle Jean-Claude tu as consacré toute ta vie. Remercier Jean-Claude parce que c'est lui, je ne l'oublie pas, qui a contribué à porter sur les fonds baptismaux l'union de notre famille politique quand tu as fait partie de ceux qui ont été les pères fondateurs de l'UMP. Et remercier enfin Jean-Claude, parce que j'ai toujours pu compter sur ton soutien, j'ai toujours pu compter sur ta loyauté et j'ai toujours respecté ton ancrage. Ce sont des valeurs soi-disant que le Nouveau Monde méprise. Eh bien moi, ce sont les valeurs que j'estime, la loyauté, l'ancrage, le travail sur la durée. Merci à toi, Jean-Claude. Merci. Et je veux saluer tous les élus qui sont présents ici et qui incarnent ce rassemblement que je souhaite que nous puissions édifier et fortifier au fur et à mesure. Je veux remercier Bruno de veiller sur notre fédération, comme il le fait avec l'enthousiasme et la jeunesse quasi éternelle qui est la sienne. Je veux remercier Martine, qui déploie une énergie extraordinaire dans notre département et dans cette métropole, qu'elle édifie dans le prolongement de ce qui a été fait. Bravo Martine. Et j'aime ton caractère. Et je veux remercier Renaud, mon voisin du Sud, qui édifie admirablement et qui porte cette voix de la région Sud qu'il a rebaptisée. Merci Renaud de ta flamme et de ton énergie. Merci Renaud. Mes amis, dans cette élection, il voulait décider à votre place. Et il s'était déjà réparti les rôles. Les Français ne devaient avoir que deux choix. Soit d'un côté Marine Le Pen, soit de l'autre côté Emmanuel Macron. Et si notre liste petit à petit progresse, c'est précisément parce que je suis convaincu que les Français attendent autre chose. Les Français sont un peuple qui n'aime pas être emprisonné. Les Français sont un peuple qui n'accepte pas qu'on leur décrète le résultat des urnes avant qu'ils se soient eux-mêmes prononcés. Les Français ne veulent pas être prisonniers de la réédition de ce second tour de la présidentielle où ils n'auraient le choix qu'entre le chaos de Marine Le Pen
et la déception d'Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce que notre liste progresse? Parce que nous leur apportons une autre alternative et un autre choix. Et au fond, dans cette Europe, l'un comme l'autre, qui se font d'ailleurs la courte échelle, incarnent tous les deux une impasse. L'impasse de Marine Le Pen, c'est l'impasse de la déconstruction de l'Europe. Ce que propose Marine Le Pen, c'est la déconstruction de l'Europe, c'est l'abandon de l'euro. Mais enfin, il suffit de regarder ce qui se passe de l'autre côté de la Manche pour comprendre que ce choix serait catastrophique pour la France. Catastrophique. Comment ne peut-elle pas comprendre que nous avons besoin de l'Europe plus que jamais face à la Chine, face aux États-Unis, face aux défis de l'immigration, face au dérèglement climatique? Je combats de toute mon énergie dans cette campagne Marine Le Pen parce que je suis convaincu que ce qu'elle propose pour la France, ce serait une sortie de l'histoire, le choix le plus dramatique depuis la Seconde Guerre mondiale, celui de sortir de l'Europe. Je ne veux pas de ce destin pour nos enfants. Mais la deuxième proposition, celle d'Emmanuel Macron, est tout autant une impasse. Ce qu'il propose, c'est toujours plus de l'Europe qui ne marche plus. Plus de bureaucratie, lui qui a proposé au moins une quinzaine d'autorités administratives supplémentaires. Toujours plus d'impôts, lui qui a proposé 5 impôts européens supplémentaires. Et toujours plus d'élargissement, lui qui se prononce pour l'entrée des Balkans à l'intérieur de l'Union européenne et l'adhésion dans les délais les plus courts de la Roumanie et de la Bulgarie à l'intérieur de Schengen. Les deux sont des impasses, les deux dansent au-dessus du volcan en se faisant l'un et l'autre la courte échelle et en jouant avec l'avenir de notre démocratie, en se répartissant les rôles, à lui le populiste, à elle le progressiste, ou en sens inverse, à elle le populiste et à lui le progressiste. Ils veulent faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autre voie dans la démocratie française. Eh bien nous sommes là pour faire en sorte que les Français aient le choix, parce que j'ai toujours cru qu'en politique, on avait le choix, parce que j'ai toujours cru qu'on ne dictait pas aux Français ce qu'ils avaient le droit de penser et ce qu'ils n'avaient pas le droit de dire. Refonder l'Europe. Et pour cela, nous avons essayé ensemble de pouvoir vous proposer ce trio. Je suis fier de ce que fait François-Xavier. Parce que François-Xavier redonne de la vision. Parce qu'il retire la politique vers le haut. Elle qui se délabre jour après jour. Je ne sais pas si vous avez fait attention lors de ce débat de France 2 où il y avait les différentes têtes de liste des listes européennes. On leur avait demandé à chacun de venir avec un objet qui devait incarner ce qu'il voulait faire pour l'Europe. La tête de liste du Rassemblement national avait choisi une passoire rouge. Une tête de liste dont je ne connais même plus le nom avait pris une paire de menottes sur laquelle il avait mis des autocollants jaunes. Et je me disais au fur et à mesure que chaque tête de liste sortait ses objets, mais comment la politique a-t-elle pu devenir cela? Cette politique qui en France, à une époque, était incarnée aussi bien par Pierre Mendès France que par le général de Gaulle. Et la tête de liste d'En Marche, elle, avait sorti une petite boîte de piment d'Espelette. J'adore le piment d'Espelette, mais enfin, quand on parle d'Europe, peut-être y a-t-il autre chose à dire. Et François-Xavier Bellamy, lui, a sorti un livre. Et quel livre? L'Iliade d'Homère. Et je me suis dit, voilà quelqu'un au moins qui nous rend notre dignité et qui redonne du sens à ce qu'est la politique. Il a à ses côtés Arnaud Danjean. J'aimerais bien qu'Arnaud se lève pour que vous le voyez. C'est un des meilleurs spécialistes de toutes les questions de sécurité, de défense et de lutte contre le terrorisme. Il a à ses côtés Agnès. Il a à ses côtés Patrick, qui a fait le redressement de la Ciotat, ce port admirable qui avait connu cette dure épreuve de la sinistrose industrielle et qui a refusé de baisser les bras et qui en a fait aujourd'hui une des plus belles réussites françaises de Renaissance. Merci Patrick, je suis fier de ce que tu as fait. Et il a à ses côtés Sarah, qui vous a parlé avec l'émotion qui était la sienne, y compris de ce que représentait pour elle, qui venait d'une famille venue de l'autre côté de la Méditerranée et qui a beaucoup versé son sang pour la défense de la France, sans rien demander en retour et en étant souvent oubliée, à l'image de bien de ces familles harkis qui ont versé leur sang pour la France et qui ont été oubliées dans le destin de la République.
Sarah, je suis fier que tu sois sur notre liste. C'est l'honneur aussi de notre histoire que tu portes. Parlez de l'Europe. Nous parlons de l'Europe. Les autres parlent de la Commission européenne. Les autres parlent de Bruxelles. Les autres parlent de l'Union européenne. Nous parlons de l'Europe. L'Europe, c'est tout autre chose. L'Europe, c'est une âme. L'Europe, ça n'est pas juste l'addition de services et de subventions. L'Europe, c'est un projet. Quand les pères fondateurs ont choisi ce drapeau, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe a été détruite par la barbarie nazie et par la violence de la Seconde Guerre mondiale. Tout est à terre. Et ils choisissent de mettre sur ce drapeau, quoi? Les étoiles de la couronne de la Vierge. Quand ils font cela, ils font un projet de civilisation. Ils font évidemment un projet de civilisation. Ce qu'ils refusent, c'est quoi? Ce qu'ils refusent, c'est que la voie de l'Europe et son destin dans l'histoire s'arrêtent. Ce qu'ils refusent, c'est cette idée que l'Europe soit maintenant le sous-traitant des États-Unis et que nous n'ayons plus notre mot à dire. Ils font un projet de civilisation. Pourquoi est-ce que vous êtes là, les uns les autres? Parce qu'au fond, la question que nous nous posons est exactement la même. Est-ce que nous acceptons que l'Europe sorte de l'histoire? Est-ce que nous acceptons de renoncer petit à petit à notre mode de vie silencieusement? Ou est-ce qu'au contraire, nous voulons nous battre pour faire en sorte de redonner un souffle à cette Europe que nous aimons, à ce mode de vie qui est le nôtre, à cette culture qui est la nôtre et que nous chérissons? Pourquoi est-ce que nous avons inscrit cette devise pour porter ce combat dans les européennes? Parce que nous, l'Europe que nous voulons, c'est l'Europe de la civilisation. L'Europe que nous voulons, c'est celle qui marchait. L'Europe que nous voulons, c'est l'Europe des projets. L'Europe que nous voulons, c'est celle qui imposait sa voix dans le monde parce qu'elle sait qui elle est. L'Europe que nous voulons, c'est l'Europe puissance. Si on vous demande l'Europe que vous voulez, répondez, l'Europe que nous voulons, c'est l'Europe de la civilisation. C'est pour celle-là que je vous demande de vous battre et de vous engager. Une civilisation. Qu'est-ce que c'est qu'une civilisation? Eh bien d'abord, une civilisation, ce sont des frontières. Oui, des frontières. Quand Romulus et Rémus tracent le pourtour de Rome, ils tracent avec un sillon la limite de la cité. Parce que ce qu'ils veulent signifier à tous ceux qui viendront, c'est que ce sont eux qui décideront qui a le droit d'entrer et qui n'a pas le droit d'entrer à l'intérieur de Rome. Comment avons-nous pu oublier cela? L'Europe ne peut pas être sans limite. Il faut qu'il y ait des limites. L'Europe ne peut pas s'étendre sans fin. On ne peut pas poursuivre cet élargissement qui, petit à petit, en faisant rentrer sans cesse des pays nouveaux et différents, a abouti à affaiblir de l'intérieur l'Union européenne. La différence majeure que nous portons face à Emmanuel Macron dans cette liste des européennes, c'est que nous, tous ceux qui sont sur notre liste, ont pris un engagement très clair. Ils voteront pendant la durée de leur mandat contre toute décision qui aboutirait à faire des élargissements supplémentaires. Contre tout élargissement supplémentaire. Et nous en aurons d'autant plus besoin que le président de la République a, comme par hasard, accepté que les négociations sur l'entrée de l'Albanie, j'ai bien dit l'Albanie, commencent en juin de cette année, juste après les élections européennes, comme par hasard. Eh bien, ce sera un sujet majeur de différence pour cette campagne. Nous sommes clairs, l'Albanie ne rentre pas dans l'Union européenne pendant la totalité du mandat de nos députés européens, bien sûr. Et j'en profite pour dire qu'avec nos partenaires de la CDU, nous porterons le même engagement. Il faut cesser les négociations avec la Turquie. La Turquie n'est pas européenne, elle ne rentre pas dans l'Union européenne et on arrête de faire semblant de discuter. Des frontières que l'on connaît et des frontières que l'on défend. François-Xavier vous a très bien expliqué ce que nous proposons, qui est une double protection de nos frontières, une protection européenne et une protection nationale. Marine Le Pen fait une erreur. Elle déteste tellement l'Europe qu'elle la rejette même quand l'Europe est une protection pour la France.
Évidemment qu'il faut l'Europe, à la frontière grecque, à la frontière espagnole, à la frontière italienne. Parce que si l'on n'a pas l'Europe, tous ceux qui rentrent par la Grèce, l'Italie et l'Espagne finissent par arriver dans notre pays, poussés parfois par la folle générosité d'un système de solidarité que nous offrons à tort à des gens qui n'ont parfois même pas cotisé une heure de travail en arrivant sur le sol français, ce qui n'est pas raisonnable. Mais surtout, quelle est notre responsabilité? Parce que nous ne devons pas sous-estimer les drames qui ont lieu dans la Méditerranée. Nous ne devons pas sous-estimer les souffrances qui amènent parfois toute cette jeunesse à quitter leur pays pour arriver chez nous ensuite à gare en étant déracinés. Est-ce qu'on leur offre un avenir? On ne leur offre pas un avenir. Ce qu'est notre vraie responsabilité, ce qu'est la vraie générosité, celle dont parlait Peggy, pas la fausse naïveté qui aboutit à la fausse générosité, mais la fermeté qui permet la vraie générosité. La vraie générosité, c'est celle qui consiste à se battre pour que l'avenir soit en Afrique. La vraie générosité est celle qui consiste à se battre pour développer l'Afrique. La vraie générosité est celle qui consiste à se battre pour dire que l'avenir de la jeunesse africaine est en Afrique, mais qu'il n'est pas en Europe parce que nos capacités d'intégration sont dépassées. Il faut se battre pour dire aux pays africains, nous vous aiderons à vous développer, mais il y a une contrepartie, vous devez reprendre les ressortissants qui sont arrivés en Europe et qui n'ont rien à faire en Europe et qui n'ont pas respecté les règles qui sont les nôtres. Et pour qu'il y ait une civilisation ensuite, il faut des projets communs. Il faut des choses qu'on porte en commun, qu'on chérit, qu'on fait avancer petit à petit. Pas les normes. Ces normes que détestait Tocqueville, qui finissent par énerver, hébéter, qui découragent tous ceux qui entreprennent dans notre pays, n'importe quel élu local qui essaie de monter un projet, n'importe quel agriculteur, n'importe quel artisan, n'importe quel commerçant, n'importe quel entrepreneur. L'Europe des normes, mais aussi la France. Parce que chez nous, nous sommes si intelligents, Hervé, que nous n'avons de cesse que de rajouter des normes aux normes. Et tu l'as si bien dit, et je te remercie de porter ce bon sens comme tu le fais à l'intérieur de notre liste. Et je voudrais vous demander vraiment de rendre hommage à Hervé, parce que Hervé nous a montré un chemin qui est très important. Le centre en France, ça n'est pas un non-lieu. Le centre en France est un centre qui a toujours été fidèle à la vocation du centre droit. Le choix très fort que fait Hervé, c'est de montrer que dans le même temps où on reconstruit une droite fière, claire, qui ne baisse pas du regard, cette droite-là est capable de rayonner et de rassembler et de reconstruire l'union de la droite et du centre qui nous a toujours permis de gagner. Et les germes que nous posons aujourd'hui nous emmèneront jusqu'en 2022, Hervé, et nous le porterons ensemble. Ces projets, mais il y en a tant. Moins de capacité de normes pour la Commission, plus de capacité de projet. Pourquoi la Commission européenne ne peut pas-t-elle plus s'investir pour aider nos ports à se développer? Pourquoi la Commission européenne ne peut-elle pas porter de grandes infrastructures ferroviaires pour sortir les camions de nos autoroutes, ces camions parfois polonais, lituaniens, roumains, qui inondent nos autoroutes et dont on se dit mais comment ont-ils pu arriver jusque-là? Et qu'on puisse les mettre sur des chemins de fer pour éviter qu'ils polluent et qu'ils rendent nos autoroutes et nos voies de circulation si compliquées. Couvrir la totalité de notre territoire en 5G et en Internet très haut débit, ça, ce serait un beau projet pour l'Europe. Et je rêve d'une Europe qui soit capable de fédérer tous les laboratoires de recherche pour travailler ensemble sur le défi du XXIe siècle, les maladies neurodégénératives, la maladie d'Alzheimer, celle qui représente un drame pour bien des familles et qui aboutit à ce que petit à petit, jour après jour, on perd le contact avec l'être cher, avec lequel on avait tout partagé. Et qu'au fur et à mesure que la fin approche, on perd aussi les moyens de la communication habituelle et qu'il ne reste plus à l'arrivée que le regard. Toutes les familles qui ont été marquées par Alzheimer le savent. C'est une épreuve qui est terrible. Une épreuve psychologique, une épreuve physique, et une épreuve aussi dans cette façon de faire le deuil qui est si difficile. Comme je rêverais que nous puissions nous doter, comme nous le proposons, d'une grande cause européenne pour les 5 ans qui viennent. Et que l'Europe puisse revenir dans 5 ans avec fierté en disant « Nous sommes le continent qui a permis de trouver les réponses aux maladies neurodégénératives et à la maladie d'Alzheimer.
Cette Europe-là, c'est celle que j'aime. Cette Europe-là, c'est celle que je chérissais quand j'étais étudiant. C'est l'Europe des projets. C'est l'Europe qui nous rend fiers. C'est l'Europe qui permet d'aller de l'avant. C'est l'Europe qui est capable de défier tout à la fois les États-Unis et la Chine, tout en œuvrant sur l'amélioration de la vie quotidienne de nos compatriotes. Oui, c'est cette Europe que je veux que nous retrouvions. Et enfin, une civilisation. C'est une culture, c'est une histoire, c'est un patrimoine. Cette culture, cette histoire, ce patrimoine dont parle François Xavier, ils sont aujourd'hui menacés. Ils sont menacés, et c'est sans doute le plus dur pour nous, par des gens qui sont nés sur le sol français, sur le continent européen, par des gens auxquels l'Europe et la France ont tout donné, qui ont bénéficié de toute notre générosité, et qui ont pourtant tourné leur haine et leurs armes contre ce pays et ce continent qui les a abrités et protégés. La question de l'islamisme est une question majeure. J'ai bien dit de l'islamisme, que je ne confonds pas avec la question bien évidemment de l'islam, parce que les victimes de l'islamisme sont les Français qui tombent. Les victimes de l'islamisme sont ceux qui ont une autre religion. Les victimes de l'islamisme sont aussi les musulmans modérés, qui subissent parfois le joug dans les quartiers de ces islams intégristes qui dénaturent la religion musulmane. Ça, c'est la vérité. Eh bien, il faut combattre cet islamisme. Il faut le combattre de toutes nos forces. Il faut cesser d'être naïf. Quand la France, la République, Patrick, a eu le courage de mettre en place la laïcité, elle a demandé à l'Église catholique bien des efforts pour mettre en place ces lumières et cet équilibre sur lequel s'est construit ensuite la République. Et l'Église catholique s'est adaptée. Comment pouvons-nous faire preuve de tant de naïveté face à cet islamisme? Il faut qu'il y ait des mesures qui sont fermes. Ce que nous proposons, c'est un pacte contre l'islamisme à l'échelle de l'Europe, qui d'abord repose sur 3 principes simples. Le premier, les mosquées salafistes doivent être fermées en Europe. Toutes les mosquées salafistes doivent être fermées en Europe. La deuxième chose, quand il y a des imams qui prêchent la haine, comme il y en a encore en ce moment même à Toulouse, où un imam qui a appelé au meurtre contre les Juifs continue à pouvoir prêcher vendredi après vendredi, un imam qui prêche la haine doit quitter l'Europe et doit quitter la France. On ne doit pas accepter qu'il puisse continuer à prêcher la haine. Et enfin, sur la question du djihad. Je suis allé en Irak. Je suis allé à Mossoul. Je suis allé voir ce qu'était la barbarie de ces djihadistes. J'ai vu au cœur de Mossoul ce terrain de foot sur lequel on faisait jouer des gamins de 10 ans avec les têtes décapitées de ceux qui avaient été tués par la barbarie de Daesh. J'ai échangé avec ces femmes yézidis qui ont été des esclaves sexuels, des djihadistes qui se les revendaient d'un djihadiste à un autre et qui étaient violées à chaque fois en ayant éprouvé les pires souffrances qu'une femme puisse endurer. J'ai vu la destruction, j'ai vu les familles qui ont été anéanties. Comment peut-on accepter et envisager une seule seconde que ceux qui sont partis là-bas et fait cela puissent ensuite revenir sur le sol français et sur le continent européen? Comment peut-on envisager cela? Le président de la République a d'ores et déjà accepté que 200 djihadistes reviennent en France. Eh bien, nous portons une demande qui est très claire, que l'Europe organise un tribunal international qui soit et se tienne en Irak, que ce tribunal international permette de juger les djihadistes qui ont commis leurs crimes en Irak et en Syrie, et qu'une fois jugés et condamnés, ils restent en Irak et en Syrie parce qu'ils n'ont plus à mettre un pied sur le continent européen. Mes amis, nous sommes une civilisation extraordinaire, qui est le fruit de ces 3 racines dont François Xavier a parlé. Ici, vous êtes à Marseille, cette ville extraordinaire qui a su intégrer des familles qui venaient de partout, des familles qui venaient d'Italie, des familles qui venaient d'Espagne, des familles qui venaient du Portugal, des familles qui venaient d'Arménie, des familles qui venaient de Pologne, des pays de l'Est, des familles qui venaient du Sud, de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, des familles qui sont venues chez nous,
à l'image de cet ouvrier avec lequel j'ai adoré échanger à La Ciotat et qui travaillait sur les plus beaux vaisseaux du monde avec fierté et que j'ai interrogé sur son itinéraire et qui m'a dit « Je suis venu ici tout gamin avec mon père, je venais de Tunisie. Et mon père nous disait « Attention, à compter de ce jour, tu te tiens bien, tu travailles dur à l'école, tu écoutes ce que tes maîtres te disent. À compter de ce jour, ton pays, c'est la France. À compter de ce jour, je veux que tu sois plus français que les Français. » Ça, c'était l'histoire de l'intégration française. Et qu'avons-nous fait, mes amis? Comment en sommes-nous arrivés là? Eh bien, petit à petit, nous avons inversé le devoir d'intégration. Nous avons eu un président de la République qui, pendant la campagne électorale, a expliqué qu'il n'y avait pas une culture française. Nous avons un président de la République qui est allé de l'autre côté de la Méditerranée en Algérie pour aller glaner je ne sais quelle voie, en expliquant que la France n'aurait commis tout au long de son histoire que des crimes contre l'humanité en Algérie, insultant cela la mémoire de bien des familles qui avaient œuvré en Algérie. Nous avons inversé le devoir d'intégration. Nous avons oublié que pour accueillir, il faut d'abord transmettre. Nous avons oublié d'enseigner à ceux qui viennent chez nous qu'ils doivent chérir notre histoire et notre culture. Oui, il y a une leçon à Notre-Dame. La leçon de l'incendie de Notre-Dame, c'est qu'il y a des incendies visibles. Des incendies dans lesquels on voit un bâtiment partir. Dans lequel on a le cœur serré parce qu'on a l'impression que c'est une partie de notre histoire qui perd. Mais prenez-y garde. Il y a aussi des incendies invisibles. À chaque fois qu'on renonce d'enseigner l'histoire de France, parce que dans la salle de classe, quelqu'un explique que ça n'est pas compatible avec sa religion, c'est un incendie invisible. À chaque fois qu'une femme n'a plus le droit de choisir comment est-ce qu'elle se vêtit, parce que quelques intégristes lui dictent son comportement, c'est un incendie invisible. À chaque fois que dans un hôpital, un médecin homme ne peut pas intervenir sur une patiente femme parce que son mari explique que ça n'est pas compatible avec sa religion, c'est un incendie invisible. Mes amis, pourquoi est-ce que je n'ai jamais voulu lâcher sur la question des crèches, ce tout petit symbole? Parce que je pense qu'à chaque fois que l'on recule, on oublie ce que nous sommes. Les crèches, c'est un petit symbole de ce que nous sommes, un petit symbole de ces racines chrétiennes que nous voulons voir inscrites à nouveau dans les traités fondateurs de l'Union européenne. Je ne veux plus que nous reculions. Souvenons-nous, mes amis, de cette règle, qui était cette règle si simple rappelée par saint Augustin, à Rome, fais comme les Romains. Eh bien, retrouvons ce qui est la règle de l'intégration, celle qui nous a toujours permis d'avancer ensemble. C'est à celui qui arrive dans notre pays de s'adapter, et ça n'est pas à notre pays de s'adapter à celui qui vient dans notre pays. Mes amis, je veux que vous retrouviez cette fierté. Nous sommes ici à Marseille. Au nom de quoi aurions-nous honte de ce qu'est l'histoire de notre pays? Marseille est un des emblèmes de ce qu'est l'histoire de France, doyenne de toutes les cités françaises, fondée par les Grecs, magnifiée par l'Empire romain qui en a fait un de ses joyaux et qui disait « Seule Marseille a su conjuguer à la fois la culture grecque et la culture romaine », christianisée par Saint Victor, avec ce symbole merveilleux de Notre-Dame de la Garde, comme ce symbole merveilleux de Notre-Dame du Puy-en-Velay, qui veille sur nos deux cités avec la même attention. Cette cité merveilleuse qui a été capable de partir à l'assaut du monde, dont les Marseillais ont contribué à l'histoire magnifique de cette France qui s'est projetée au-delà d'elle-même. Cette cité qui a su tout à la fois inspirer Monte Cristo et Pagnol. Cette cité extraordinaire qui a été la terre de la Révolution. Cette cité qui a défendu les Lumières, la croyance dans le progrès. Et cette cité qui, tout en étant fière de son histoire, se projette de façon extraordinaire dans une modernité qui force le respect. Cette cité qui est la capitale de Romède. Cette cité qui a su réédifier son port. Cette cité qui, pierre après pierre, puise dans ce passé merveilleux, qui fait de cette ville une ville à nul autre comparable, une ville qui incarne aussi la capacité de la France à retrouver son avenir. C'est cela l'Europe, c'est cela la France. C'est une capacité à s'asseoir sur des racines, parce qu'ici, dès qu'on gratte un peu la terre, on trouve les fondations de tous ceux qui nous ont précédés. Eh bien, c'est cela que moi j'aime. C'est une histoire dont nous pouvons à la fois être fiers et dont nous devons être dignes. C'est cela notre combat dans cette campagne des Européennes, refonder l'Europe et rétablir la France. Nous avons 20 jours pour convaincre, 20 jours pour transformer cet espoir, 20 jours pour faire en sorte que le mouvement qui est commencé à se dresser avance.
Les autres veulent battre le Rassemblement national. Le Rassemblement national veut battre En Marche. Nous vous proposons un tout autre défi. Je n'en connais pas de plus beau en politique. Retrouver notre identité, redonner un souffle à notre avenir. Vive l'Europe et vive la France!